Salut les Tailgaters, on met un peu de pression cette semaine pour vous aviser qu'on est au studio, bien entendu, pour tourner l'épisode du Tailgate de cette semaine. Gros épisode avec Jean-Michel, encore on a fait le tour de tout ce qui s'est passé dans la NFL durant la 4e semaine d'activité, puis on met la table pour la 5e semaine. Non, Thomas Levac ne fait pas partie de l'épisode, mais il va être là quelque part au mois d'octobre avec nous pour nous accompagner. En attendant, je vous rappelle de nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram. Sur Facebook, on a une page et un groupe privé, donc le Tailgate ou Communauté Football Québec sur Facebook. Et Make It Splash sur le bouton like de YouTube. Ça fait 2 semaines qu'on bat notre record de like sur notre épisode de la semaine. Donc merci de nous suivre. Merci de venir nous dire allô à l'épicerie pour nous parler des petites bouchées de pizza. Puis merci de nous suivre dans notre gros projet. Bonne semaine tout le monde, bon épisode. J'aime le football. Salut Renaud, Jean-Michel. Comme tu sais Renaud, j'ai pris un pari avec M. Elie il y a quelques semaines. Le pari était simple. Est-ce que les Chiefs vont être 1-3? Je disais que non, il disait que oui. Hier, le match Ravens-Chiefs a confirmé que les Chiefs ne sont pas 1-3, ils sont bel et bien 2-2. Ce qui fait que M. Elie devait me verser 50 $. Il refuse de le faire. Il dit que c'est un pari sur l'affiche, que ça pouvait être nul. Je ne comprends rien, honnêtement. Et j'ai besoin de vous, cher avocat bourbonnais, pour défendre mes intérêts. PS, Jean-Michel, si c'est financier, c'est correct. Je ne vais jamais obliger un gars qui est dans la dèche à m'envoyer de l'argent. Mais l'honneur, par exemple, je vais tout t'apprendre. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Yo, pour vrai, Tommy, en tout cas, il a joué avec les mots, puis honnêtement, tu sais, quand je réécoute la vidéo au complet, c'est vrai que moi, je disais qu'ils vont commencer la saison 1 et 3, puis lui, il disait pas qu'ils allaient commencer 1 et 3, lui, il disait juste que c'est impossible qu'ils soient 1 et 3, mais j'ai été confondu avec le fait que Tommy disait qu'ils allaient 3-0 au début de la conversation. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai perdu le pari. Et d'ailleurs, les amis, j'ai envoyé le 50$ à Tommy. J'ai envoyé 50$ à Tommy. Il fait comme si que je lui ai pas envoyé. J'ai même des preuves à la pluie que j'ai envoyé le 50$ à Tommy. Je lui ai texté mot de passe Néron. Fait que, tu sais, mot de passe Néron pour dire que comme, voilà ton 50$, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, écoute, j'ai perdu le pari, mais j'étais plus proche de gagner le pari que les Chiefs soient 3-0. Fait que je suis quand même à moitié content du hot take que j'ai fait. C'est juste le cash qui te dérange. Le cash me dérange pas pour vrai. C'est pas un truc qui me dérange. Hein. Je roule pas sur l'or non plus. Je suis pas pauvre non plus, mais comme, tu sais, ça me dérange pas nécessairement. Puis clairement, si je veux sauver mon honneur, il faut que je lui donne le cash pour pas que j'ai une mauvaise réputation. Mais une game que les Chiefs ont juste décidé de se présenter, puis les Ravens ont juste dit comme, ben, nous, on est encore dans l'autre game, fait c'est fou, hein? On va juste rester inerte, inoffensif, puis perdre des joueurs clés de leur défensif aussi, ça l'a pas aidé. Là. C'est fou. Il y en avait beaucoup d'absents avant le match, mais ils en ont perdu aussi pendant le match. Puis Lamar Jackson qui n'a pas fini le match, mais au moment où il est sorti, la rencontre était déjà pas mal terminée pour les Ravens, ou du moins le mal était déjà fait. Mais pour moi, au-delà du fait qu'il y ait des blessés, puis c'est correct, là, tu perds le match, puis tu avais des blessés, c'est une chose, mais c'était un no-show des Ravens. Ils se sont pas présentés à ce match-là, puis là, ils sont 1-3, ce qui est vraiment pas une bonne fiche pour commencer l'année. Exact. Mais tu sais, avant le match, je me disais, ils ont échappé le match contre les Bills alors qu'ils menaient tard au 4e quart. Ils n'ont pas été déclassés par les Bills. Après ça, même chose contre rappelle-toi, contre les Lions de Détroit, c'était un shootout, ça allait d'un côté puis de l'autre. Finalement, ils ont échappé le match à la fin du match à cause que Derrick Henry a été victime d'un fumble notamment. Mais là, celui-là, c'était vraiment... Ils n'ont jamais semblé être dans le coup. C'était weird. Cette game-là, c'était weird. On dirait qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie où ils ont reçu une nouvelle avant la game, où il y a quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire. Tu sais, des fois, pour avoir joué pour avoir joué dans des équipes sportives, des fois, il y a quelque chose dans le vestiaire qui fait en sorte que personne ne se présente à la game. Fait que
Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette game-là, mais ils étaient vraiment pas dans le coup. Puis, peut-être que c'est une question de out-coaching, mais honnêtement, les Ravens étaient vraiment pas dans le coup. Là, comme, ils ont pas couru le ballon autant qu'on pensait qu'ils allaient courir le ballon. Mais ils ont été forcés rapidement de commencer à lever le ballon parce oui, qu'ils étaient exact. derrière. Ouais. Par la passe, c'était pas fameux non plus. Puis ça a vraiment expose la qualité des receveurs chez les Ravens. On pensait que les receveurs chez les Ravens pouvaient faire le travail. Mais je pense que la tertiaire des Chiefs était plus forte, puis plus comme rassurante que et robuste. d'autres défensifs qu'ils ont affrontés. Donc, on l'a vu assez vite que les Chiefs, question défensive, étaient dans une autre ligue que les Ravens. Moi, je suis pas sûr si c'est avec toi qu'on en parlait la semaine passée, mais ou du moins avant que le match se jouait. Mais je parlais avec quelqu'un de pour laquelle des deux équipes, ça serait le plus inquiétant de tomber à 1-3. Puis dans ma tête, c'était clair avant le match, je disais les Chiefs, parce qu'on dirait que les Chiefs en ont moins donné dans leur match. Tu sais, les Ravens, ils ont tenu tête aux Bills, ils ont tenu tête aux Lions de Détroit. Ouais. Finalement, ils se sont inclinés. Mais je me disais, au moins, ils sont compétitifs. Je les vois remonter au classement s'ils commencent 1-3. Finalement, le match s'est terminé, puis je me suis dit, ah non, je suis vraiment inquiet pour les Ravens. Ben, tu sais, moi, je suis pas inquiet. Au contraire, je suis pas inquiet. Ils ont déjà passé par là. Tu sais, que ce soit la saison dernière où ça avait commencé 0-2, que ce soit cette saison qui commence 1-3. Je pense que les Ravens vont finir par s'améliorer de semaine après semaine. Mais là, on parle d'une blessure à Lamar Jackson, son ischio-jambier. On ne sait pas s'il va être apte à jouer les prochaines games. Ouais. Si tu te laisses l'idée avec Cooper Rush, est-ce que c'est les mêmes Ravens? C'est vraiment pas le même game planning là, du tout. Là. Comme tu passes d'un QB qui est super mobile, que tu sais jamais si ça va être un jeu de passe, si jamais si ça va être un jeu de course. Fait que là, maintenant, tu passes à Cooper Rush, que tu es sûr et certain que... C'est pas parce qu'il s'appelle Rush, hein? Ouais, exact. 1 et 2 essais, ils vont courir le ballon, puis troisième essai, ils vont essayer de passer le ballon. Tu sais, le pourcentage va vraiment être augmenté par rapport à ça. Mais honnêtement, je suis pas inquiet pour les Ravens. Je pense qu'ils vont se remettre sur le droit chemin si, et seulement si, Lamar Jackson retourne sur le terrain en santé. Ouais. Je dirais à 80-90%. Ben c'est ça que je me demande, parce que ischio-jambier, c'est le genre de blessure qui se traîne sur une saison au complet. Ouais. Puis surtout, un gars comme Lamar Jackson qui est tellement mobile, tu sais, ça a été, à couverture des Alouettes, ça a été le mot de l'été, là, au sens que leur QB avait une blessure aux ischio-jambiers qui a traîné toute la saison. Il y en a eu chez les receveurs aussi, donc on est tous devenus des experts là, sur le beat des Alouettes en blessure aux ischio-jambiers. Mais c'est ça, c'est le genre de blessure qui fait que, Lamar Jackson, sa game va changer considérablement. Là, tu t'es déjà creusé un écart au classement. La seule bonne nouvelle que je vais te dire, j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour les Ravens, c'est que la division, il n'y a personne en ce moment qui se démarque. Au sens que les Browns sont pas bons, les Bengals sont pas bons. Les Steelers sont corrects. Les Steelers sont pas pires, mais les Steelers ne termineront pas avec 13 victoires. Tu n'as pas un gros écart à combler et surtout, ils n'ont pas encore joué contre. Ouais, exact. Tu as encore le pouvoir de battre les Steelers puis de les devancer au classement. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle au moins pour les Ravens. 100% d'accord avec toi, puis je rajouterais, tu sais, pour les Ravens, c'est le temps de vraiment mettre son ego de côté puis commencer à jouer au foot. Tu sais, il y a beaucoup de superstars dans cette équipe-là. Puis c'est le moment que soit ils prennent la parole dans le vestiaire, puis soit ils se disent comme... Ou ils se disent comme, yo, guys, si vous voulez changer d'équipe, on le fait live, puis on passe à autre chose maintenant. Parce que avec le talent que cette équipe-là a, c'est incroyable qu'ils soient 1-3 en ce moment. J'ai des questions sur la défense. Il y a tellement de blessés. Enamdi Madubuike, leur... Félicitations, tu as réussi à dire son nom. Oui, merci. Puis avant, il s'appelait Justin. Hein, aussi, il a changé de nom. c'est quelque chose, même son nom, mais ouais. Non, mais lui, donc, dans le fond, sa saison est terminée. Puis même, on parle que sa carrière pourrait être compromise. Est-ce que c'est le genre de truc qui a pu ébranler le vestiaire? Parce que nous, on le sait après le match. Par rapport à sa carrière qui était en danger. Mais dans le vestiaire, j'imagine qu'on le savait depuis peut-être quelques jours déjà. Donc ça, c'est sûr que ça peut les affecter, mais leur défense est incapable d'arrêter qui que ce soit. Puis l'an dernier, contre la passe, rappelle-toi, il y avait vraiment de la difficulté contre la passe. Il était 31e. Contre le jeu au sol, ça se passait vraiment bien. Et cette année, ça passe de partout là, contre les Ravens. Bizarrement. Avec les blessures. Avec les blessures, je peux comprendre, mais à l'origine, je comprends. Le match contre Buffalo, le match contre Détroit, je trouvais ça plus difficile à expliquer. Puis pour les Chiefs, ils scorent 37 points. Rappelle-toi, l'an passé,
c'était comme un truc qu'on suivait toute la saison, au sens que les Chiefs, ils marquaient pas 30 points. Je pense qu'ils l'avaient fait une fois au final en saison régulière. Ouais. Quelque chose comme ça, peut-être 2. Mais là, tu viens d'en dropper 37 sur la tête des Ravens. C'est pour ça que ça fait peur. Puis, tu sais, au début de l'année, le mot sur les Ravens, c'était s'ils se rendent pas au Super Bowl cette année, John Harbaugh va perdre sa job. 100%. Mais je pense qu'il va perdre sa job. Je pense que l'équipe va être wipée. Au complet. Sauf Lamar. Sauf Lamar, Lamar, Derrick puis Henry. je te dirais Derrick Henry, mais en général, l'équipe va être wipée. Puis, admettons Hamilton qui vont garder, bien évidemment. Une couple de bons joueurs, ouais. Ouais. Un noyau, mais il va Un avoir noyau, un mais je changement, pense qu'ils vont reconstruire l'équipe pour avoir une identité plus ferme aux Baltimore Ravens. Puis, ou qui ressemble plus au nouveau coach qui va peut-être débarquer là-bas. puis, tu sais, moi, je me pose même la question, est-ce que c'est pour la défensive? Parce que l'offensive, on s'entend, ils sont capables de scorer des points. Tu sais, c'est l'une de leurs forces en ce moment avec les Ravens. Mais, point de vue défensif, je me demande si ils ont le bon coordonnateur défensif en place. Parce que ça fait 2 années de suite que tu connais certaines difficultés avec la passe. Puis à un moment donné, il faut que ça change, c'est sûr. Là. Comme tu es dans une... Surtout, tu es dans une association où est-ce que les carrières, c'est les carrières élites de la NFL. Josh Allen, Patrick Mahomes, ainsi de suite. Herbert. Mais Joe Burrow, quand il est en santé, fait qu'ils sont dans ta division. Aaron Rodgers, tu sais, ces gens-là sont dans ta division. Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de faire un statement pour être on top de ta division puis dire que, OK, la défensive des Ravens qui était dans les belles années de Ray Lewis est de retour puis comme on est capable de stopper le jeu, que ce soit par la passe ou par la course. Veux-tu parler de tes Colts qui ont perdu un premier match? Ils ont quand même fait de belles figures. Moi, honnêtement, je trouve que, c'est sûr que tu veux sortir toujours avec la victoire d'un match, mais je trouve qu'il y a quand même du positif à sortir au sens que pour les Colts, tu sais, la saison est encore jeune. Ça aurait pu être les 3 premiers matchs sont un mirage et après, le carrosse redevient une citrouille. Daniel Jones commence à jouer comme un pied. Ouais. Finalement, regarde, il a lancé 2 interceptions. 2 interceptions qui étaient worth it. Exact. À la fin, il n'y avait pas le choix de forcer le jeu pour essayer de remonter. C'était pas une bonne passe, c'était pas une bonne décision, mais je vais au moins la pardonner au sens qu'on était à la fin du match, il fallait qu'ils forcent le jeu. Ouais. C'était leur plus gros défi depuis le début de la saison parce qu'ils avaient reçu les Broncos un peu plus tôt, mais tu jouais à la maison et tout. Là, c'était vraiment, tu allais sur la route, c'était un long voyagement pour aller à Los Angeles. Tu t'en vas affronter les Rams, qui sont aussi une vraiment bonne équipe. Et ça se termine par une possession, puis même que vous avez eu vos chances dans ce match-là. Au final, on savait que les Colts ne termineraient pas 17-0. Je trouve que vous avez fait une bataille honorable. Ben, regarde, moi, je vais pas nécessairement t'expliquer une histoire, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a un gros gap entre la NCAA puis la NFL. Ouais. Puis c'est pour ça que entre la NCAA et la NFL, il y a la ligue junior qui est la NCAA, puis la ligue professionnelle qui est la NFL. Moi, je pense que rendu à un certain moment dans ta carrière de joueur de NFL, tu dois faire la différence, puis il y a des erreurs que tu peux plus te permettre de faire quand tu étais dans la NCAA. Ouais. Tu sais, les affaires de quand tu traverses la ligne de but, puis que tu n'as pas le ballon, puis que tu es ready à célébrer, tu es prêt à célébrer, comme pour moi, ça devrait être une amende envers le joueur. L'équipe devrait donner une amende envers le joueur. Tu parles d'Adonai Mitchell. Hein? Ouais, exactement. Puis Adonai Mitchell, nous a coûté 2 touchdowns. Ouais. Le premier, quand il échappe le ballon puis qu'il essaye d'aller le récupérer comme un niaiseux. Hey, après, un jeu exceptionnel. Là. Il avait fait un catch d'une main. Man! Il avait fait toute une course. C'était un jeu exceptionnel. Catch. Puis, tu sais, depuis 2 ans, c'est sa 2e année dans la NFL, depuis 2 ans, on attend son réveil à ce gars-là, puis on se disait, waouh, ce jeu-là vient peut-être de lancer sa carrière. Ouais. Finalement, ça se termine avec lui qui échappe le ballon avant de rentrer. Cette année, tu sais, il y a quand même une belle saison à date. Il y a quand même une saison correcte, tu sais. Puis après ça, le prochain jeu, pas le prochain jeu tout de suite après, là, mais quelques drives plus tard, Jonathan Taylor prend le ballon, belle course, bounce vers l'extérieur, remonte le sideline, touché, flag, callback, holding. Stupide, là, en plus. Stupide, là, comme Jonathan Taylor était même pas dans les parages là, de son bloc, là. Puis c'est 14 points. C'est 14 points qu'on a laissés sur le terrain. Puis quand tu regardes le scoreboard, on perd par une possession. Ça aurait été un changement comme vraiment crucial à la game. Puis
comme toi, tu dis, je suis d'accord avec le fait que les Colts se sont battus jusqu'à la fin. Puis je pense qu'on a sous-estimé beaucoup les Colts, man, cette année. Puis tous les analystes ont sous-estimé les Colts en disant que, man, le starter, ça va être Daniel Jones. On n'est pas sûr que ça va être quelque chose de sérieux. Le backup, c'est Anthony Richardson. Si Daniel Jones fait mal, ils ne sont pas sortis nécessairement de l'auberge avec Anthony Richardson. Fait que, on commençait à même parler de potentiellement faire un trade pour aller voir si on pouvait prendre Kirk Cousins ou juste dropper dans la ligue pour qu'on puisse draft un carrière élite, whatever. Arch Manning peut-être, mais je pense pas qu'on aurait pu l'avoir. Je pense pas qu'il est élite non plus, finalement. Ouais. Puis tu regardes, man, tout ce que les Colts sont en train de faire cette année, ça switch tout. Puis on voit vraiment que c'est une équipe qui est vraiment talentueuse, remplie de tout bord, tout côté. Même Bynum, il l'a dit en entrevue qu'il n'a jamais été dans une équipe. En fait, il n'a pas été dans autant d'équipes non plus, là. Ah ouais. Mais il réalise que cette équipe-là est complète partout. Puis quand tu regardes les Colts sur papier, running back, ils en ont. QB, ils peuvent dire que maintenant, ils en ont un. Jusqu'à preuve du contraire. O-line, ils en ont. Ouais. D-line, c'est très bien. Linebacker, Franklin. DB, Moore, Bynum, Ward, puis j'ai oublié... Bynum, ça a été toute une acquisition. Ça a été toute une acquisition. Puis, tu sais, quand tu regardes la totalité de toute cette équipe-là, c'est quand même une équipe qui est jeune, puis qui est en santé aussi en ce moment. Tu sais, on n'a pas de blessure majeure. Tyler Warren, qui connaît une saison comme en voie d'être Rookie of the Year probablement. Ouais, offensive, oui. Puis, tu regardes, pour parler des Rams aussi, on s'entend que les Rams, c'est une bonne équipe. Puis eux, ils ont fait preuve de caractère. Ils ont été capables de rester dans la game tout au long, puis être opportunistes, puis vraiment bénéficier des erreurs des Colts. Mais, man, pour vrai, il y a des erreurs que quand tu rentres dans la ligue, mais tu es à ta deuxième année, tu peux plus faire ces erreurs-là. Tu peux plus faire ces erreurs-là. Au pire des cas, on aurait eu un first down. Tu sais, si tu te laisses ton gars, tu veux pas le holding, il va faire le plaqué, on aurait le first down. Ouais, ben, parce que nous, à Red Zone, on se demandait s'il allait pas être sauvé par le fait que son pied avait peut-être touché à la ligne de côté. Tu sais, au sens de peut-être que avant d'arriver à la end zone, il y avait peut-être parce qu'il longeait vraiment la ligne de côté. Puis finalement, c'était clair qu'il avait gardé les pieds en dedans. Donc, dommage pour lui, mais écoute, il va s'en rappeler longtemps, c'est sûr. Il va s'en rappeler longtemps. C'est sûr que ça fait 2 années de suite pour les Colts qu'une erreur comme ça arrive. C'est vrai, t'as raison. L'an dernier, c'était avec Jonathan Taylor, puis cette année, c'était avec Adonai Mitchell. Man, je te dis, il y a des erreurs dans la ligue que tu peux plus faire, man. Surtout quand tu deviens une équipe compétitive. Man, puis t'es payé des millions. Yo, non, oublie. Ça m'a... La montagne d'émotions que j'ai vécue cette fin de semaine, je suis passé de « Oh shit! Yo! Incroyable! Yo, let's go! » Après ça, pourquoi il plonge comme ça? Là, j'étais comme « Yo, s'il plonge comme ça, c'est qu'il a fait quelque chose de bizarre. » Une affaire que j'ai trouvée, par contre, qui a peut-être été une faiblesse expose chez les Colts, c'est... il y avait un bon receveur de trop de l'autre côté, au sens que là, tu jouais avec Puka Nacua et Davante Adams à couvrir, puis Xavier Howard, man, il est plus capable de suivre le rythme. Il doit être un depth guy, il peut être comme ton nickelback, mais là, tous les jeux où il était mis sur Puka, d'ailleurs, Puka a eu le meilleur match de sa carrière, si je me trompe pas. Je pense qu'il a eu comme 10 attrapés. Oui, c'est ça. Là, il était proche de 200 verges de réception. C'est incroyable, puis, tu sais, man, quand tu regardes, honnêtement, les Colts devaient gagner cette game-là. Ouais. Ils se sont littéralement tirés une balle dans les pieds, puis c'est juste dommage. Ça aurait dû être une game où est-ce qu'ils finissent, ils rentrent à la maison en étant 4-0. 13 réceptions, 170 verges, un touché pour Puka Nacua, qui est incroyable. À toutes les semaines, on dirait. Depuis le début de sa carrière, à toutes les semaines, il faut faire. Là, il est fait plus solide. Là. Ouais, il est fait plus solide, il finit les games en plus. Ouais. Fait qu'il est en voie d'être le meilleur receveur cette année. Il y a une équipe qui vous a rejoint au sommet de la division. Ouais. À 3-1, les Jags de Jacksonville. Yeah. Moi, là, je vais être honnête avec toi, je suis pas encore 100% convaincu par le jeu de Trevor Lawrence. C'est pas 100% clean. Surtout, bon, on s'entend, il y avait un énorme hype. Là, je me souviens pas d'un carrière qui a eu autant de hype quand il est entré dans la NFL il y a quelques années avec les Jags, on s'entend. Là, il y a une bonne équipe autour de lui, mais ce qui fait la différence à Jacksonville, man, la défense crée des turnovers. En fin de semaine,
4 turnovers créés contre les 49ers pour gagner un match finalement de peine et de misère. Puis je pense que c'est 4-0 là, les turnovers, si je ne me trompe pas. Et dans chacun de leurs matchs, les Jaguars ils ont provoqué au moins 3 turnovers. Ça, c'est une recette magique pour gagner. Le seul problème que je me dis, c'est qu'ils gagnent leur match serré en ayant 3 turnovers. Tu peux pas penser que tu vas faire 3 turnovers à tous les matchs de la saison. Donc, je me demande si c'est viable pour eux s'il n'y a pas une progression de l'attaque. Ouais. Jaguars, je suis un peu de ton avis. J'ai envie qu'ils affrontent une vraie. Mais j'ai hâte de les voir contre les Colts. Ouais, mais c'est ça. J'ai hâte de les voir aussi. Puis voir c'est quoi leur cheminement. Tu sais, parce que pour moi, en ce moment, c'est pas des games pré-saison, mais c'est des games où est-ce que les équipes sont pas nécessairement comme là, prêt. Puis c'est pas nécessairement une grosse équipe qu'ils ont affrontée. Maintenant, j'ai hâte de voir Jaguars contre, je sais pas, moi, par exemple, Steelers, Colts, Rams, tu sais, des grosses puissances. Peut-être même les Chiefs, tu sais. Mais il y a rien de convaincant, pas seulement par le jeu de Trevor Lawrence, mais par le coaching. Le coaching de Jaguars, j'ai pas l'impression qu'ils remportent les games de manière facile. C'est toujours au 4e quart que ça se donne, à part la game contre Panthers. Mais, tu sais, puis j'ai l'impression qu'ils n'utilisent pas nécessairement tous leurs joueurs à leur plein potentiel. Comme rares sont les nombres de fois que je vois un jet sweep avec Travis Hunter pour prendre le ballon derrière puis juste essayer d'analyser pour voir s'il peut monter le terrain, tu sais. Mais ils sont très basiques. J'ai l'impression qu'ils jouent du safe football. Alors que comme ils sont dans des années où est-ce qu'ils ont plus le choix de jouer du vrai football. Là. Moi, ce qui, entre guillemets, m'inquiète, là, sont 3-1, on s'entend, mais ce qu'on dirait qui fait en sorte que je suis pas convaincu, c'est que leur nouveau coach, Liam Cohen, ils l'ont amené parce que c'est un gourou de l'attaque. Puis en ce moment, c'est la défense qui traîne l'équipe. Ouais. Avec les revirements qu'il a créés. L'attaque, on dirait qu'elle est encore rouillée. Il y a encore des questions que je me pose. Ceci étant dit, il y a une belle nouvelle chez les Jaguars en attaque cette année. Travis Etienne, la résurrection totale. Parce que rappelle-toi, depuis 2 ans, il foutait absolument rien. Puis même à la première semaine d'activité cette année, je me souviens d'un jeu à Red Zone où il a couru une longue course, il s'est échappé, puis il s'est fait rattraper. Puis en début de carrière, c'est un gars ultra rapide. Il a ralenti un peu depuis quelques années. Puis là, je me dis, tu vois, même si, mettons, il retrouve ses sens un peu, il n'y a plus l'explosion qu'il y avait. Ouais. Mais là, on dirait qu'il accélère à toutes les semaines. Cette semaine, encore une fois, il y a eu un moment où il s'est échappé, puis cette fois-ci, il s'est pas fait rattraper. Je trouve que c'est le fun pour les Jags parce que c'est un gros choix qu'ils avaient investi en lui. Puis ils se sont obstinés depuis 2 ans à le garder dans l'alignement, à continuer de lui donner des ballons. Cette année, après la semaine 1, rappelle-toi, ils ont échangé Tank Bixby, qui était un gars qui, ça fait 3 ans qu'on disait, c'est lui qui prend un job à Étienne. Il est meilleur qu'Étienne, on l'aime mieux qu'Étienne, mais finalement, eux, ils ont toujours préféré Étienne. Depuis que Tank Bixby est parti, moi, je te dis officiellement, comme Étienne est considéré comme le numéro 1, puis il lui donne quasiment toutes les courses. C'est 19 courses la semaine dernière là, pour plus de 120 quelque chose yards. Puis, on voit vraiment un Travis Étienne qu'on voulait vraiment comme avoir depuis Clemson. Puis vu qu'il avait joué avec Lawrence, on voulait faire un duo de force genre avec ces deux-là. Puis forcément que peut-être que Lawrence a forcé quasiment les Jags à draft Étienne pour que c'est des coéquipiers là. Il y ait son ami dans le backfield. Mais il est vraiment en train de connaître une explosion là, cette année. Là, puis c'est vraiment nice. C'est le joueur dont je suis plus content pour les Jack qui connaît une explosion. Parce qu'on a beaucoup critiqué Trevor Lawrence, avec raison, depuis le début de sa carrière, parce qu'il vit pas le hype qu'on mettait en lui. Mais man, il n'a jamais été vraiment appuyé par un jeu au sol élite, alors que, clairement, c'était le but de l'équipe quand ils l'ont repêché, parce qu'ils ont repêché les deux ensemble. Ouais, puis ils n'ont pas nécessairement le talent offensif pour accompagner, que ce soit Lawrence, que ce soit Étienne aussi. T'sais. Étienne, on pouvait se plaindre que Étienne fournissait pas, mais est-ce que la ligne offensive était présente pour lui aussi? Est-ce que la ligne offensive était présente pour Lawrence aussi? Les receveurs, c'est jusqu'à dernièrement que Trevor Lawrence a un receveur qui fait du sens. En Brian Thomas, puis même là, il connaît pas un gros début de saison. Exactement aussi. Ça, c'est le syndrome de la deuxième saison chez les recrues. C'est toujours plus tough la deuxième saison, puis rares sont les joueurs qui connaissent une deuxième saison comme où est-ce qu'ils continuent à être des enfants prodiges, tu comprends, mais man, c'est nice pour les Jags, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant.
Sunday Night Football. Match interminable. Entre les Packers et les Cowboys. Déjà qu'on a joué une prolongation au complet, mais même quand le temps régulier s'est terminé, je pense qu'il était quelque chose comme 23h45. Ce qui est à peu près une demi-heure plus long qu'un match normalement prime time. Là, en plus, prolongation, on la joue au complet. Ça se termine sur le dernier jeu quand les Packers ont créé l'égalité. Qu'est-ce que tu fais comme état de ce match-là? Parce qu'il y avait un gros hype, évidemment. Tout le monde voulait voir Micah Parsons versus les Cowboys, mais même versus Jerry Jones dans ce match-là. Puis ça a commencé comme ça devait commencer. Les Packers contrôlaient le match. La première demi, il restait 1 minute. C'était 13-2, si je ne me trompe pas, pour les Packers. Puis les points des Cowboys étaient venus sur une transformation bloquée qui était retournée. Donc, l'attaque des Cowboys faisait rien. Puis là, dans la dernière minute, touché Cowboys, revirement, touché Cowboys juste avant d'entrer au vestiaire. Il rentre avec des points sur le cadran. Le match a complètement basculé là, parce qu'en première demi, rappelle-toi, tout le monde riait des Cowboys, à dire ils font rien, ils sont tout croche, ils ont fait un move qui marchait pas, puis finalement, après ça, la deuxième demi a été ultra spectaculaire. À un moment donné, il y a c'est un festival offensif. 6 séquences de suite de part et d'autre qui se sont terminées avec des touchés. On est allé en prolongation. Les deux équipes ont marqué sur déplacement. Au niveau du spectacle, c'était vraiment un bon match. Au niveau des Cowboys, je t'avoue, je me fiche un peu d'eux parce qu'ils sont pas du tout dans mes plans. Les deux fois qu'ils ont marqué, ils ont marqué 2 fois 40 points par contre, là, une fois contre les Giants, puis une fois cette fin de semaine contre les Packers. Mais je veux plus comprendre l'angle Packers dans tout ça. Je suis déçu de ce qui s'est passé de la part des Packers. Je comprends pas comment... Depuis 2 games, je suis déçu. Mais tu sais, j'étais prêt à leur donner un mulligan la semaine passée à cause du match qui était à Cleveland, dans la pluie, puis tu te fais surprendre par une grosse défense. C'était décevant, mais ça arrive une fois dans la saison, c'est correct. Là, 2 semaines de suite où là, tu contrôlais le match, puis c'est littéralement les Packers qui ont donné la chance aux Cowboys de revenir. C'est ça que je trouve plate. Je trouve pas qu'il y a d'instinct de tueur dans cette équipe-là pour l'instant. Puis autant est-ce que moi, j'étais vraiment hype pour eux en début de saison, quand il y a eu l'échange, puis même après 2 semaines. Puis rappelle-toi, quand ils ont battu les Lions, ils ont shut down l'attaque des Lions à semaine 1. Puis là, on fait comme... attends un peu avec les Packers. Tu vois, moi, j'ai 2 choses à dire par rapport à cette game-là. Premièrement, après la game, à ce qui paraît, ils avaient tous des petits pénis. Ils avaient tous des petits pénis parce qu'ils ont tous pris un bain de glace à cause de l'état de la game. Là, c'était une game physique. Puis c'était une game où est-ce que tout le monde s'est mis après la game dans un bain de glace pour juste comme décompresser leur corps. Puis ils sont tous sortis du bain de glace avec un petit cajou comme ça. Là, tu comprends? Puis là, je sais même pas pourquoi je te parle de ça, mais bref. Après ça, la deuxième chose, c'est que j'ai peur que Jerry Jones ait raison. Tu sais, par rapport aux commentaires de le run game, il faut stopper la course absolument. Puis quand je regardais la game, je voyais à quel point que les Packers se faisaient un peu abuser par le running game. Puis je voyais que vers un bout, Dallas aussi contrôlait le running game de Packers. Puis après ça, les Packers se sont ajustés. Puis ça l'a juste... après ça, les Packers se sont ajustés. Puis ça l'a juste débloqué le running game. Mais... en tout, quand je regarde la game, puis je réalise que les Packers se devaient de gagner cette game-là par plus de 3 possessions. Mais ils ont laissé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout le hype de la game, ils ont laissé les Cowboys partir avec. Parce qu'on est plus déçus que Packers aient égalisé contre les Cowboys que Cowboys aient gagné contre Packers. Égalisé. Pour moi, c'est une victoire contre les Packers. Puis, tu sais, les Cowboys, maintenant, je pense qu'on peut réaliser que c'est pas une équipe nécessairement de pique. Ils sont capables de jouer. L'attaque peut marquer des points. Ils peuvent marquer des points. La défensive, un peu so-so, parce que c'est deux games back-à-back qui laissent beaucoup de points sur le terrain, puis qui accordent des jeux. Rappelle-toi qu'ils ont donné genre 400 verges à Russell Wilson. Tu sais, ce qui est hallucinant, pour de vrai. Là, depuis Seahawks, je pense que Russell Wilson n'avait pas fait autant de verges. Mais bref, tu sais, il faut que chez les Packers, comme tu dis, l'instinct tueur, il faut que la switch, elle allume. Puis il faut vraiment qu'ils fassent un statement pour dire que, on est allé chercher Parsons, Micah pour comme quelque chose de vraiment unique, qui est le Super Bowl. Fait qu'il faut vraiment qu'on joue à l'image de ce standard-là. Puis là, en ce moment, ils sont pas nécessairement en train de le faire. Puis ils peuvent pas laisser les Cowboys faire la une des journaux parce qu'ils ont égalisé contre Packers. On parle même pas d'une victoire. On parle de comme, oh shit,
On pensait qu'on allait perdre, mais on a égalisé. Tu sais, ça fait aucun sens. Puis, man, George Pickens, toute une game. Ouais, t'as raison. Jackson Dart, premier start en carrière. Il poste une photo de Madison Beer avant le match. Puis j'étais comme, hey man, c'est audacieux parce que ton club se prend une bonne équipe en fin de semaine. Puis un bon QB. Puis t'essayes d'y rentrer dedans de même. Mais god damn, man, les Giants, finalement, ont battu chez eux, à la maison, les Chargers de Los Angeles. Pour Jackson Dart, en première demi, il faisait des jeux avec ses jambes. Tu sais, il n'a pas fait grand-chose avec son bras, là, on va être honnête. Là. Par la passe, c'était plus compliqué. Des jeux en première demi, visiblement, les Chargers ont été un petit peu surpris. T'sais, on n'a pas de tape vraiment de Jackson Dart chez les pros. Ils ont été surpris en première demi. Puis en deuxième demi, la défense des Giants a bien fait la job pour fermer la porte parce que là, tu vois qu'il y avait eu des ajustements chez les Chargers. Les courses de Dart étaient moins longues, étaient moins efficaces. Mais quand même, c'est la grosse surprise de la semaine. Puis je sais que c'est difficile des fois pour les équipes de l'Ouest de partir de l'Ouest puis venir jouer dans la fenêtre de 13h parce que c'est comme si tu jouais à 10h le matin. Décalage horaire, ouais. Mais à un moment donné, il reste quand même qu'on ne pourra pas multiplier les performances comme ça chez les Chargers. Sinon, il va falloir commencer à s'inquiéter parce que l'attaque a été muselée en deuxième demi. Puis si on n'avait pas commencé le match en retard chez les Chargers... Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on aurait fini ce match-là. Le cadran était le meilleur ami des Giants en deuxième demi, au sens où si le match continue, là, c'est sûr que les Chargers allaient finir par éventuellement péter le mur. Maintenant, la NFL doit faire quelque chose contre le turf du MetLife Stadium. Ouais, parce que Malik Neighbors, c'est des runs chez genoux. Tyreek Hill aussi. C'est vrai, t'as raison. Mais ça, c'était à Miami. Par excuse-moi. Ouais. D'abord, excuse-moi. Ouais. Mais, tu sais, le scandale de Scalaboo qui fait un backflip sur ce turf-là, c'est comme tout le monde est KO. Malik Neighbors qui se blesse à cause du turf. Regarde, pour vrai, là, il faut que la NFL fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait un standard de turf par rapport à... Surtout que tu as deux équipes qui jouent sur tu as deux équipes. Toutes les semaines, il y a un match. Chaque année, il y a environ 3 torn ACL dans ce stade-là. Puis c'est le stade où il y a le plus de blessures par rapport aux ligaments déchirés. Tu sais, c'est comme incroyable. Là. Je pense que la NFL doit faire quelque chose. T'sais. C'est pas un vieux turf. Ils l'ont changé il y a quelques années. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe avec le turf. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mettez du gazon ou mettez... Whatever, tu sais, mais fais quelque chose. Pour en revenir à la game, très bonne game de Dart. Par contre, moi, je suis inquiet par rapport à son bras. Je pense qu'il n'a pas nécessairement fait assez de jeux avec son bras pour faire comme, OK, ouais, ils ont vraiment un QB comme élite et tout. Puis il vient de perdre son meilleur receveur en plus. Puis, le reste de son groupe fait vraiment dur. Fait que là, maintenant, tu sais, sans Neighbors, comme là, j'ai hâte de voir, OK, comme à quel point que tu vas faire la différence dans cette équipe-là. Tu sais, est-ce que tu es vraiment le QB d'avenir ou c'était juste une game où est-ce qu'il y avait un gros hype puis tu as su l'idée l'équipe pour... Exact. Fait que moi, je vais être honnête avec toi, cette game-là, j'ai parié contre les Giants, j'ai pris Chargers. Okay. Puis quand Malik Neighbors s'est blessé, Chargers était encore dans la game, j'ai fait c'est fait. C'est fait. J'ai parié 1 pièce pour la game. Là. Fait que je faisais genre comme... T'as appris ta leçon avec Tommy. Ouais, exact. j'ai parié 1 pièce pour la game, fait que je faisais pas beaucoup. Mais dès qu'il s'est blessé, j'ai fait comme c'est chose faite, là, comme Chargers vont remonter puis ils vont gagner. Puis non, man, la box de Giants ont joué une game incroyable. Ils mettaient de la pression sur Justin Herbert, puis ils faisaient se déplacer, ils faisaient courir. Puis c'était vraiment nice de les voir en train de prendre la game puis partir avec. Évidemment, on peut pas s'arrêter sur tous les matchs, mais je veux qu'on glisse un mot quand même sur Eagles contre Buccaneers. Pas besoin de faire un résumé du match au grand complet, mais moi, il y a une statistique qui m'a jeté sur le cul. Jalen Hurts, en deuxième demi, 0 passing yards. Et ils ont gagné le match quand même. Mais ils ont laissé les Buccaneers revenir dans le match. Puis j'ai l'impression qu'avec les Eagles, là, ils gagnent. C'est une des deux équipes invaincues. Les Bills et les Eagles sont les deux seules équipes à 4-0 au moment où on se parle. Mais il y a tous les matchs, il y a quelque chose avec les Eagles. Rappelle-toi, la semaine d'avant, on avait mal commencé contre les Rams. On est revenu en deuxième demi. On a gagné le match. OK, parfait, mais quand même. Cette fois-ci, on prend une grosse avance dès le début du match. Bloque un botté, retourne là pour un toucher. Ils prennent les devants. Tu te dis, waouh, le momentum total sur la route est aux Eagles. Puis comme de fait, ils ont pris contrôle du match, mais ils ont laissé les Buccaneers revenir, puis ils n'ont rien fait offensivement en deuxième demi.
j'ai l'impression qu'on a de la misère à jouer des 60 minutes chez les Eagles. Puis live, c'est correct. On gagne les matchs, OK. Mais en éliminatoire, c'est pas des séries 4 de 7 comme au hockey, c'est des one and done. Fait que si tu te tires dans le pied puis que là, il y a une équipe qui prend le devant 20-0 contre toi en éliminatoire, ou pire, que tu prends les devants 20-0 puis qu'en deuxième demi, tu commences à rien faire, quand tu arrives à une étape où tu enchaînes semaine après semaine juste des bonnes équipes en playoff, ça va finir par leur coûter. J'ai une question pour toi. Ouais. Qui tu prends entre Baker Mayfield et Jalen Hurts? Ah, Baker Mayfield, all day. Good. All Parfait. day. Moi, Jalen Hurts, je trouve qu'il est juste dans une bonne équipe. Puis ça veut pas dire que tu es dans une bonne équipe que tu deviens automatiquement un quarterback elite. Tu sais, il y a un hype sur Jalen Hurts que je comprends parce qu'ils ont gagné le Super Bowl, que je comprends à cause que c'est lui qui amène le touche-push à un autre niveau, puis il squatte genre 600 livres. Alright, good. Mais en tant que gérer la game, je pense pas que Jalen Hurts le fait de manière exceptionnelle. Gérer la game, là, c'est tu donnes le ballon à Saquon, tu donnes le ballon à Dylan, puis ils vont courir, puis le cadran va continuer à rouler. En troisième essai, tu as un gros receveur, A.J. Brown, qui fait un slant, tu lui lances first down ou tu vas deep avec Smith, puis tu as tes trucs. Mais quand tu regardes cette game-là, tu réalises que Buccaneers, c'est une bonne équipe quand même. Puis ça, ils l'ont fait sans Mike Evans. Hein? Ouais. Sans Mike Evans. Puis au début de la game, tout le monde était comme « Ah, fuck, ça va être dur pour les Buccaneers. » Mais il y a une switch qu'on parlait tout à l'heure là, du Killer Instinct que Baker Mayfield a activé, puis il est remonté dans la game. Puis la défensive aussi des Buccaneers ont fait des gros jeux pour permettre à leur équipe de revenir dans la game. Puis leur botteur, placement c'était 65 et 58 verges, les deux, ils les ont eu. Les deux, il les a eu. Puis ils ont scoré leur touchdown sur des longs jeux explosifs grâce à Mayfield. Moi, j'ai aimé le caractère des Buccaneers dans ce match-là. C'est dommage qu'ils ont commencé le match en retard. Puis les unités spéciales leur ont coûté un touché en début de match. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas ce touché-là, sur ces premières séquences du match, les Bucs dégagent, ils se font retourner ça pour un touché parce que ça a été bloqué. S'il n'y a pas ce jeu-là, moi, je pense que les Bucs ont des très bonnes chances d'aller chercher Très bonne chance. Puis il y a quelque chose que vous devez regarder, ça je parle pour les gens qui écoutent le podcast, puis même pour toi, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que les Eagles gagnent des games? C'est la défensive, mais pas seulement ça, c'est qu'il manque peu de tackle. Ouais. Les gars, quand le receveur attrape la balle, les gars sont là. Les gars sont là, ils sont prêts. Quand il y a des tosses, ils donnent peu de verges par jeu. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'ils gardent les Eagles dans la game puis qu'ils leur donnent une chance de gagner la game. Mais honnêtement, il faut qu'ils réveillent quelque chose chez les Eagles. Avant qu'on passe au match à surveiller de la prochaine semaine, je veux savoir, je sais que tu étais en spectacle hier soir. As-tu vu quand même la clip de la blessure à Tyreek Hill? Oh my God, oui. Oui. Et puis une fois, c'était en masse, hein? Ouais, une fois, c'était en masse. Puis là, maintenant, il parle que oui, le genou a été disloqué, mais il y a aussi des ligaments qui ont été déchirés. De la manière que ça a plié, je pense que tout a arraché. Puis je pense pas qu'il va courir de la même vitesse. Moi, c'est ça que je me demande. À l'âge, il est rendu parce qu'il avance. Avant même de parler de blessure, là, on savait que Tyreek Hill avançait en âge puis qu'à chaque année, ça allait lui coûter quelques kilomètres-heure. Là, pour un joueur qui, son pain et son beurre, c'est sa vitesse. Là, il se dérange le genou. T'as vu sa réaction aussi une fois qu'il est embarqué sur la voiture. L'adrénaline. Ouais. C'est l'adrénaline qui fait ça. Je comprends, mais les saluts à la reine Elisabeth, là, puis un degré number one! C'était bizarre. Moi, je pense qu'il a joué son dernier match avec les Dolphins. J'ai pris un pari amical avec un de mes amis. Ah ouais, toi aussi? Ouais, je suis quand même confiant. Lui dit, check-le bien, exploser ailleurs quand il va revenir au jeu. Donc, les paramètres du pari sont qu'il va jouer avec une autre équipe l'an prochain et que s'il joue 14 matchs et plus, l'an prochain, il va aller chercher 1000 verges sur réception. Moi, j'ai dit que non. Mon ami dit que oui. Toi, tu penses que c'est fini pour Tyreek Hill? Ben, écoute, peut-être qu'il jouera plus, ça c'est une possibilité. Mais s'il joue, je pense pas qu'il va réatteindre la barre des 1000 verges sur réception. Ah, OK. C'est quand même un hot take. Ouais. Pas fier de toi, par exemple, Renaud. OK. Vas-y, je t'écoute. Mais, regarde, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont revenus d'une blessure. Mais à cet âge-là? On parle pas d'un joueur qui est extrêmement vieux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis on parle d'un joueur que tu peux rajouter dans n'importe quelle équipe. Il va être oublié ou il va être utilisé comme deuxième receveur. Fait que tu as toujours le deuxième match-up ou whatever. Mais le problème que j'ai, c'est que
je suis pas sûr que comme organisation, j'ai le goût de dealer avec lui s'il est pour être un depth guy. 100%. Genre, si t'es pour être mon meilleur receveur, puis que t'es pour, comme il a été avec les Dolphins, comme il a été avec les Chiefs depuis le début de sa carrière, puis tu te dis, il est tellement productif que je vais le prendre le fait que c'est un imbécile, parce que je pense vraiment que Tyreek Hill, c'est un imbécile. Ben oui. Mais, Avec tout mais ce qu'il s'il fait, est pour être mon 2 ou 3e receveur, être un deep threat ou être un joueur d'utilité, est-ce que j'ai le goût de dealer avec tout le rah-rah qui vient avec? Ça, je me demande si ça arrive. Je pense qu'une organisation comme les Chiefs, qui le connaît bien, puis que c'est pas mal encore la même équipe qui est en place, je parle au niveau personnel d'entraîneur puis du groupe de leadership là, chez les Chiefs, OK, peut-être, mais avec une autre équipe, j'ai l'impression que tout le monde va se dire « Hey, pas worth le risque. » Non. Regarde, pour vrai, je pense qu'il est trop tôt pour tu sais, comme prendre une décision par rapport au cheminement à la prochaine étape de Tyreek Hill. Mais je serais pas étonné s'il connaît une excellente bonne saison dans une autre équipe, que ce soit les Chiefs, que ce soit les Chargers, que ce soit, tu sais, peut-être même les Jags, tu sais, il veut rester proche de sa famille. Pour soit les il y a de la famille partout. Ouais, soit les tabasser ou soit juste comme c'est un autre niveau, mais je pense qu'il peut connaître encore 2 autres belles saisons en termes de statistiques. Je pense pas, mais on verra. Ça va juste me coûter 20$. Tu sais à quoi il me fait penser? Il me fait penser à Brandon Cooks. Ah ouais, mais ses highs ont été plus hauts que ceux de Cook, là, on s'entend, mais je comprends ce que tu veux dire. Cook a toujours été sa carrière. Cook a toujours été le gars que n'importe où il allait, il était capable d'aider. Il était capable d'aider l'équipe pour le moment que l'équipe l'avait, puis après ça, il se faisait chipper de tous les sens. Ouais, Patriots, Cowboys, ça va être le nouveau Brandon Cooks. Genre. OK. GM, on va parler de ce qui se passe la semaine prochaine. Je sais pas si tu veux ouvrir l'horaire sur ton téléphone. Je veux savoir les matchs qui vont retenir ton attention au cours de la prochaine semaine. Puis il y a quand même quelques bons matchs au cours de la 5e semaine d'activité. Premièrement, c'est le début des bye week. Hein? Les premières équipes qui obtiennent leur congé. Je sais que les Packers, notamment, ne joueront pas cette semaine. Je t'avoue que je n'ai pas la liste complète là, des équipes qui vont être en congé, mais il y a des match-ups qui vont être extrêmement intéressants pour cette 5e semaine-là. Puis des duels entre des équipes qui se doivent de se relever. D'abord, les Texans contre les Ravens. Hey, les Texans ont gagné 26-0 contre les Titans. Puis je suis quand même pas capable de dire qu'ils ont joué un bon match. Mais c'était même pas convaincant. C'était 6-0 à la fin du 3e quart. En fait, quand le 4e quart a commencé, je pense qu'ils ont marqué sur le premier jeu du 4e quart. 6-0 pour les Texans, 2 placements. Puis les Titans avaient raté 2 placements. Donc le match aurait pu et même dû être 6-6 quand on est entré au 4e quart. Cam Ward qui dit que we're playing like ass. We're ass. Si on dit things as they are, we're ass. We're ass. Puis il a raison. Eux, d'ailleurs, je serais pas surpris s'ils congédient bientôt leur entraîneur parce que, de un, c'est pas le même régime que le GM, donc, qui ont été engagés. Puis le problème avec les Titans, on savait qu'elle allait être pourrie. Ça, c'est correct. Aucune progression de match en match. Puis Cam Ward, moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il fait bien dans les circonstances, mais l'équipe autour de lui est pourrie. On échappe des ballons. La ligne à l'attaque est pourrie. Puis coach Callahan, c'est supposé être un coach d'attaque. Ouais. Puis en ce moment, il fait pas bien paraître son attaque. Puis, man, on en a vu là, des mauvaises lignes à l'attaque. On a vu les Chiefs au cours des dernières années avoir beaucoup de difficultés avec ça, mais j'ai jamais vu au point où c'est rendu qu'au 4e quart, c'est comme s'ils ne voulaient même plus jouer. Ils sont comme, on peut plus retenir, mon gars. On est fatigué. Mais pour de vrai, je pense que les receveurs n'aident pas non plus Cam Ward, là, non, la balle est littéralement dans leurs mains. Genre, non, je suis d'accord. Mais pour venir au game, ouais. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Jag puis de l'adversité. Ouais. Je pense que c'est une game à surveiller contre les Chiefs. Je pense que ça va être officiellement un bon test pour eux pour voir vraiment s'ils sont une équipe 3-1 puis voir s'ils sont capables de se démarquer. Puis surtout qu'avec les Jags, là, on a un bon début de saison. On est à égalité avec les Colts au sommet de la division, mais considérant que les Texans n'ont pas un bon début de saison puis honnêtement, j'ai de la misère à les voir vraiment revenir dans le portrait, les Texans. Mais chez les Jaguars, il faut qu'on se dise, on a une possibilité de vraiment faire du On a une ravage. possibilité de soit finir premier ou deuxième. Ouais, puis si tu finis premier, c'est un match éliminatoire à la maison pour une équipe de laquelle on s'attendait à pas grand-chose cette année. Alors, rappelle-toi qu'ils n'ont pas de choix de première ronde en plus, cette équipe-là, les Jaguars, donc ils veulent surtout pas s'écraser cette saison. Donc oui, ça va être un match intéressant. Si Jaden Daniels revient au jeu, ce qui n'est pas impossible, Commanders contre Chargers, dimanche à 16h25, ça va être écœurant dans la fenêtre d'après-midi là, de Red Zone. Je te dirais même, moi, une game que j'aurais surveillée, c'est Raiders contre Colts.
Je pense que ça peut être une belle game en termes de recrues pour Genty qui a connu qui a connu quand même une belle game. Un premier bon match, là, ouais. Ouais, puis pour les Colts, c'était de rebondir par rapport à leur défaite. Je pense que Adonai Mitchell a des trucs à se faire pardonner. Notamment. Euh, Broncos, Eagles, ça va être bon. Broncos, Eagles, ça va être super bon. Yo, je suis déçu un peu des Broncos, man, par rapport à leur attaque. Je trouve qu'elle n'est pas nécessairement satisfaisante. Puis je trouve qu'ils mettent trop le poids sur leur défensive. Tu sais, à un moment donné, oui, deuxième saison encore une fois pour les recrues, mais Bonix doit faire la différence dans cette équipe-là, puis vraiment comme prendre le lead, puis aller de l'avant avec cette équipe-là. Ouais, là, hier, on s'entend qu'il affrontait Jake Browning, puis une attaque incapable des Bengals, donc le match était déjà un peu dans le sac. Mais mais c'est ça, mais ils l'ont pas dominé comme ils devaient dominer, tu sais. C'est comme, yo, tu joues contre l'une des pires défenses que tout le monde sait dans la NFL, fait comme domine. Ouais, puis surtout que tu savais que ta défense allait être très bonne. Donc, si ton attaque avait légèrement une toute petite progression par rapport à l'an dernier, mais les Broncos devenaient une équipe vraiment dangereuse dans l'AFC. T'es-tu down qu'on fasse un rapid fire qui gagne pour toutes les équipes, mais vraiment rapide? Ouais, vas-y, veux-tu les nommer? Ouais, j'y vais. 49ers, Rams. Je vais y aller avec les Rams. OK, good. Vikings, Browns. Je vais y aller avec les Vikings. OK, je vais avec Browns. J.J. McCarthy va peut-être jouer, d'ailleurs. J'y vais avec Browns. OK. D'ailleurs, les Vikings, leur O-line, ils ont perdu 2 morceaux dans le match, leur centre puis leur bloqueur à droite. Puis à partir de là, c'était le fiasco total. Les Steelers ont réussi 7 sacs. Contre la défense des Browns, est-ce que le match est à Cleveland? Non, le match est à London. Ah oui, t'as raison, le match est puis à Londres. Les Vikings sont restés en Europe. OK, pour cette raison-là, je vais prendre les Vikings. De peine et de misère. Mais écoute, on verra qu'est-ce qu'il y en a avec les joueurs de ligne à l'attaque parce que le front des Browns va peut-être pouvoir se gâter. D'ailleurs, il y aura peut-être un changement de QB aussi chez les Browns. Stefanski a dit qu'il était ouvert à envoyer Dylan Gabriel. Ouais. T'as-tu vu la face de Shedder? Et il a fini le match. Ouais, j'ai vu la face à Shedder. Ça valait 1000$. Ouais, exact. Cowboys, Jets. Je vais y aller avec les Cowboys. OK, good. Moi aussi. Broncos, Eagles. À Philadelphie. À Philadelphie. Tu sais quoi, je vais y aller avec les Broncos. Je pense que je pense que les Eagles vont finalement payer le prix de jouer des demi-matchs. OK, je vais aller avec Eagles, moi, aussi. T'as dit Eagles? Ou? Non, j'ai dit Broncos. Broncos, moi, je vais aller avec Eagles. Okay. Texans, Ravens. Je vais y aller avec les Texans. Il y a trop d'incertitudes au niveau des blessés chez les Ravens. OK, good, parfait. Giants, Saints. Je vais y aller avec... Tu sais quoi, les Saints vont gagner un premier match. Je vais aller avec les Saints aussi. Good job. All right. Raiders, Colts. Les Colts. Les Raiders sont... excusez. Les Raiders sont à chier. Ass. Ass. Butthole ass. Dolphins, Panthers. Dolphins. Je vais aller avec Panthers. OK. Buccaneers, Seahawks. Ça va être un des bons matchs du week-end. Ouais, très bon match. Ça va être une game physique. Ouais, à Seahawks. J'aime tellement les Bucs. Je veux que les Bucs gagnent. Ça va être difficile. Les Seahawks jouent bien depuis le début de la saison. C'est quoi, je vais y aller avec une surprise Seahawks? Moi, je vais aller avec Buccaneers. OK. Titans, Cardinals. Je m'en fous. Mais Cardinals. Cardinals. Je vais aller avec une première game pour Titans. Nice. Je vais essayer de... Un hot take. Commanders, Chargers. Si Jaden Daniel est là. Ouais, peu importe, je pense que les Chargers vont rebondir. OK, parfait. Chargers, moi aussi. Lions, Bengals. J'y vais avec les Lions, bien sûr. Yeah. Patriot, Bills. Bills. Upset, Patriot. Nice, j'aime ça. Chiefs, Jaguar. Chiefs. Chiefs. J'y vais avec les Chiefs aussi. Okay. All right, good, parfait, man. J'ai hâte de voir ça, puis j'ai hâte de... Ce serait bon qu'on se fasse un genre de... Ben, peut-être pas qu'on va se le faire, là, mais un pick, puis... Ouais, à toutes les semaines? Ben, ce serait nice. Ça pourrait être pas pire. On start à une semaine X, puis on commence à... Genre, admettons, le dimanche, on pourrait mettre qui a gagné par rapport au bet, puis à quel point que quand on choisit une équipe, ben, tu sais, voilà nos statistiques ça pourrait attirer même peut-être des commanditaires qui veulent nous commanditer pour les paris. Mettons que vous êtes intéressé à dépenser de l'argent sur 2 caves qui parlent de football. Ça pourrait être intéressant.
OK. Hey, GM, un gros merci d'avoir Merci à toi. d'avoir été là. T'avais pas bien le choix. Hein? Gros merci aussi au studio Bien Entendu qui nous passe le local passe le local, on le loue, là, pour enregistrer notre podcast à toutes les semaines. Merci tout le monde. C'était le fun. Je vous ai vu au stade en fin de semaine au match des Alouettes. Il y a quelques personnes qui sont venues après le match sur le terrain pour parler du tailgate. Donc, c'est toujours le fun de pouvoir vous voir. Puis merci à ceux qui sont venus pour le show d'humour hier. C'était très intéressant. Merci beaucoup de vous être présentés. Puis venez me voir après le show. Je suis quelqu'un de très sociable, parlable. So, thanks. Puis allez voir Jean-Michel en spectacle. J'ai vu de manière secrète son dernier spectacle solo. Et c'était, je le dis pas parce que c'est mon ami, c'était de la bombe. J'ai ri fort puis j'ai réveillé mon coloc hier. Donc, That's it. That's it. Merci. Bravo, GM. Merci beaucoup, man.